harcèlement. Bonjour Nadia, bonjour Yann. Bonjour Jules. Très heureux de pouvoir vous accueillir dans cet épisode de podcast sur le rôle des parents dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc ma première question sera: quel rôle joue l'association des parents d'élèves dans la prévention du harcèlement scolaire? Alors, donc avec Najia Benhamida, qui est présidente de l'association FCPE 35, et avec moi-même, Yann Cassin, vice-président, nous luttons contre le harcèlement scolaire à notre niveau. Il y a plusieurs actions qui sont à plusieurs niveaux. Vu que nous sommes une fédération, il y a un niveau national auquel nous adhérons. Il y a un niveau départemental et régional auquel nous sommes là, à la FCPE 35, et puis après dans nos établissements il y a un autre niveau, c'est vraiment dans les établissements. Ici à la FCPE 35, on intervient surtout auprès du DAZEN ou éventuellement auprès de la rectrice lorsqu'il y a des soucis de harcèlement qui nous sont remontés. Ils nous sont remontés principalement par les familles. Ça commence souvent par un coup de téléphone ou alors par des associations locales qui nous interpellent, qui nous expliquent qu'il y a un souci à tel endroit, il y a telle affaire, parce que le harcèlement, c'est un mot générique, et dedans, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qui sont parfois du harcèlement, qui n'en sont pas parfois, et le harcèlement lui-même donne lieu à des histoires au sein des établissements, plein d'histoires, et dans les établissements, et en dehors des établissements également. Ok, donc si je comprends bien, en fait, vous êtes un peu au centre entre les familles et l'académie, en fait, pour accompagner les familles, faire remonter les situations si elles n'ont pas été déjà remontées, et puis en fait vous êtes un peu défendeur des familles, en fait. Alors de toute façon, nous, notre rôle, effectivement, c'est d'être défendeur des familles et des élèves. Ça, c'est ça, c'est notre rôle. Après, il y a une voie qui va être administrative, et les établissements, quand ils sont informés de cas de harcèlement qui les dépassent, parce qu'il il peut y avoir des cas de harcèlement qu'ils arrivent à traiter à l'interne, et sans doute ils en font état en faisant des remontées à leur administration, mais on va dire que les établissements aujourd'hui commencent à faire un peu leur boulot, entre guillemets, pour lutter contre le harcèlement. Et je ne parle pas de toutes les fois où ça se passe bien, c'est-à-dire où le cas de harcèlement est révélé suffisamment tôt et où l'intervention des adultes dans l'établissement peuvent limiter les effets et arrêter la situation de harcèlement. Et puis, il y a des cas plus compliqués qui peuvent donner lieu à des harcèlements, des situations de harcèlement qui n'en finissent pas, qui continuent, qui perdurent. Et puis il peut y avoir aussi des conseils de discipline. Et puis il peut y avoir aussi de la violence qui s'exerce aussi devant les établissements, en dehors de l'établissement, dans la ville ou à distance. Et puis aussi évidemment sur les réseaux sociaux. Et après il peut y avoir la police qui est impliquée. Enfin vous voyez, il peut y avoir plein de choses, les parents qui... Donc ça prend plein de formes différentes. Nous, quand on est informé, en général, on n'est pas sur un petit cas simple. Ça se règle en général à l'interne et sans faire appel à nous. Nous, quand ça remonte jusqu'à nous, c'est déjà qu'il y a une histoire, qu'il y a eu une embrouille, qu'il y a eu des réponses, les réponses n'ont pas été bien calibrées, ou alors elles n'ont pas suffi, ou alors ceci, cela, et donc on fait appel à nous pour essayer d'y voir plus clair, pour peut-être aussi monter au niveau académique, et puis aussi prodiguer des conseils. Voilà. Alors si je peux compléter, donc nous on intervient en effet comme médiateurs, les représentants de parents, que ce soit au sein de l'établissement, dans l'association des parents d'élèves FCPE ou non. On est médiateurs et donc nos partenaires de l'éducation nationale, c'est nos partenaires, on appartient à la même communauté, la communauté éducative, donc on recherche vraiment des solutions avec eux et il existe aujourd'hui beaucoup de choses, notamment le dispositif phare avec la préoccupation partagée. Voilà, oui, c'est comme vient de le dire Yann, c'est beaucoup, surtout quand ça arrive jusqu'à nous, des situations qui n'ont pas été prises en compte
ou pas suffisamment tôt, et on vient un peu ou avec une communication un peu crispée entre les familles et puis les équipes de direction, et on vient un peu pour permettre un espace d'échange d'abord, dans un premier temps, qui permette en fait de dénouer la situation. Et c'est vrai qu'il arrive que les cas nous remontent quand c'est bien avancé, et plus le cas de harcèlement date, plus c'est difficile de dénouer, et souvent on arrive à l'exclusion, très souvent, de la personne victime au départ, qui a été amenée à de la violence parce qu'on n'a pas trouvé le temps, la méthode, où ça n'a pas été visible pendant longtemps, et c'est donc voilà l'enfant qui a été victime qui se retrouve lui-même à répondre de manière pas appropriée. Et donc voilà, donc on essaye un peu de faire la passerelle pour trouver des solutions pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté beaucoup par rapport au cas de harcèlement, c'est l'absence ou donc en tout cas une présence insuffisante des équipes voilà, professionnelles, type médicale, infirmière, psychologue, voire assistant social. Voilà, un vrai accompagnement aussi complémentaire et essentiel qui n'est pas toujours présent, et on le regrette. Donc voilà, et après, sur les cas de harcèlement, on a souvent, il faut aller un peu plus loin. C'est ce que disait Yann à l'instant. C'est très large, donc c'est assez complexe comme situation, même comme terminologie. C'est important aussi d'aller travailler, nous le pensons très fort, en tout cas nous à la FCPE 35, d'aller travailler sur l'acceptation de la différence de l'autre. Parce que souvent c'est lié aussi à des particularités de l'autre, voilà, et qui va, je sais pas, et qui peut se retrouver dans une situation de handicap ou avoir une difficulté, on va dire, la personne pourrait ne pas maîtriser le français, pourrait être dans une situation, sociale compliquée. Voilà, il y a toutes sortes en fait de problématiques aussi sur lesquelles il faut travailler. C'est pour ça que je disais que les équipes spécialistes médicales ou sociales sont importantes aussi pour agir dans ces situations-là, pour déjà faire comprendre aux jeunes donc la différence, elle existe et elle doit être acceptée par tous. Enfin voilà, on est tous différents. Et puis aussi un travail peut-être à faire avec l'enfant qui est en difficulté pour essayer de l'amener à un niveau où il va pouvoir s'épanouir, avoir confiance en lui, malgré peut-être une différence qui peut être, entre guillemets, handicapante. En tout cas, on sent que la FCPE joue un rôle central dans le traitement de ces situations complexes. Yann, tu parlais tout à l'heure d'accompagnement des familles. Quelles recommandations donneriez-vous aux parents pour aborder ce sujet avec leurs enfants et les encourager à parler, qu'ils soient témoins ou victimes ? Alors, déjà, pour commencer, il faut dire que c'est vraiment un sujet qu'on a sans doute sous-estimé et puis qu'on a évité de reconnaître pendant longtemps, en France en tout cas. Il y a finalement assez peu de temps qu'on s'en occupe réellement. C'est-à-dire la société, on va dire. Après, donc il y a l'Éducation nationale a répondu à ça par le programme phare, qui a connu certaines évolutions. Et alors, là, si tu me poses la question vraiment des parents, pour aborder le sujet donc avec leurs enfants, eh bien déjà, il y a un climat de confiance, de parole libre, facile, qui est à tenter de mettre en place avec ses enfants. Hein, et donc ça, c'est vraiment une ambiance, qu'il faut essayer de développer, parce que si on est trop sur le jugement des enfants, t'as pas fait bien ceci, t'as pas fait bien cela, ça va pas, qu'est-ce que tu dis, etc., eh bien ça va limiter la confiance qu'il va avoir à se confier
Donc il faut permettre la parole pour qu'elle émerge. Il faut que l'enfant soit en confiance dans un espace sécurisé dans la parole avec ses parents. Là, très tranquillement, je peux dire, c'est pas facile à mettre en place, hein, et c'est un objectif à atteindre. Je dis pas qu'il suffit que, il y a qu'à, il faut qu'on, etc. C'est pas évident de nos jours de pouvoir développer ce rapport-là avec ses enfants. Mais à mon sens, à notre sens, c'est l'objectif. Voilà. Et à partir de là, il faut aussi essayer d'observer des signes chez nos enfants, puisqu'il y a différents âges. Hein. Là, on parle du harcèlement, mais ça peut commencer très tôt. Ça peut commencer très très tôt, et puis ça peut continuer très tard. On parle de situations de harcèlement entre adultes aussi, donc ça peut continuer très tard. Donc il faut, à mon sens, il faut observer le comportement de l'enfant et voir s'il y a des signes d'un changement d'état d'esprit, tous les signes qui montrent qu'un enfant ne va pas bien. Notamment autour du repli sur soi, autour de l'automutilation, ou autour au contraire d'une explosion là, de la violence exercée sur les autres. Il peut y avoir ces deux choses-là, par exemple, mais il y a plein de signes. Hein. Et évidemment, si l'enfant le jeune enfant avait arrêté de mouiller son lit la nuit, se remet à le faire, c'est un signe, évidemment. Mais il y en a plein. Et à partir de là, entamer une discussion, voilà, c'est ça qui me semble intéressant pour prévenir, ou au moins pour repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez son enfant, et peut-être que ça conduira à ce qu'il nous confie qu'il vit une situation de harcèlement, ou alors il est témoin d'une situation de harcèlement. Parce que le fait d'être témoin d'une situation de harcèlement, ça peut aussi être très violent. Et au contraire, si l'enfant en parle, s'il participe, ne serait-ce qu'en parlant, à faire en sorte qu'elle n'ait plus lieu, cette situation, eh ben, il en aura fait quelque chose, et finalement, ce ne sera pas quelque chose de traumatisant, mais au contraire, il aura une compétence. Il n'aura acquis une compétence. Dans la continuité de cette question, pour toi, Nadia, quelle est la vision de ton rôle en tant que parent sur la question des réseaux sociaux et du cyberharcèlement ? Alors, nous, on est un peu, comment dirais-je, pris par une ère du numérique, donc qu'on n'a pas connue, nous, jeunes. Hein. Moi, le sentiment que j'ai, c'est d'avoir été un peu prise par surprise, on va dire. Pensant au début faire plaisir à mes enfants, en leur mettant à disposition un téléphone. C'est vrai que c'est compliqué, donc on met d'abord les espèces de contrôles parentaux en place, mais c'est assez complexe en fait de pouvoir surveiller. Donc il faut mettre en place des règles déjà pour l'accès, ne serait-ce que l'accès aux réseaux sociaux. C'est assez compliqué parce que aujourd'hui, c'est vrai que il y a, c'est être dans l'air du temps que d'être connecté et d'être informé de ce qui circule sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour les jeunes. Hein. Donc c'est plutôt, c'est pas facile, je dirais, mais il y a des choses à mettre en place. Ce n'est pas trop tard, en fait, nous on réfléchit aussi pour demander des modalités, essayer de mettre des choses en place, et notamment avec Pronote, puisque Pronote est un outil numérique qui est à disposition des parents, mais aussi des enfants. Donc ils y ont accès aujourd'hui. Ça, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que les enfants vont facilement aller sur Pronote. Donc ils ont besoin d'un téléphone pour ça. Et voilà, et donc ça peut être une discussion aussi de peut-être des temps de trêve où l'enfant ne peut pas être connecté pour aller regarder. Voilà, et puis aussi du côté des enseignants aussi, éventuellement, peut-être de ne pas mettre à disposition des jeunes pour qu'il y ait un petit temps uniquement où ils pourront aller sur Pronote. Je trouve que c'est une question très difficile, surtout pour les adolescents. La question, elle se pose surtout pour les ados.
parce que il y a aussi, ça relève aussi de l'adolescence, de l'intimité aussi qui commence à se développer. C'est très complexe en fait de rentrer et de contrôler, arriver à certains âges. Donc je ne sais pas, en fait c'est vraiment des règles qu'on peut mettre en place en disant, enfin en faisant de la prévention auprès de nos enfants sur les méfaits entre guillemets des écrans pour le sommeil. Voilà, les informations qui peuvent être diffusées, qui peuvent aussi jouer sur le moral, parce qu'il y a parfois voilà, des informations très négatives qui circulent. Euh, Globalement, on fait ce qu'on peut, mais il y a quelque chose à faire. Voilà, et idéalement, c'est vrai, donc un téléphone limité jusqu'à un certain âge, je pense que ça devrait être légiféré même. Je crois qu'il en est question auprès des politiques et ce serait bien que ce soit mis en œuvre pour de vrai, parce que je pense que les réseaux sociaux, là, le caractère assez immédiat, l'information tout azimut, c'est pas quelque chose de forcément bénéfique pour nos enfants. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui permette finalement, qui soutienne les familles à la non-mise à disposition d'un téléphone jusqu'à un certain âge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann. Je trouve que c'est pas simple pour des ados qui rentrent dans l'adolescence, là, au collège. Et puis après, au lycée, n'en parlons pas. Ben ouais, non, c'est sûr que c'est pas simple. Moi, j'aurais tendance à dire, mais j'aurais tendance à dire que plus ils ont un téléphone tard, mieux c'est. Mm. Voilà, après, c'est pas toujours facile de faire face pour l'enfant qui se sent exclu de certaines conversations, de certaines références, d'une certaine culture. C'est pas évident. Ou alors après, il y a des téléphones aussi qui permettent d'avoir le téléphone, mais pas les réseaux. Bon. Mais une fois que c'est fait, fin du collège ou début du lycée, c'est fait, on est dedans, hein. Et souvent même bien avant. Moi, je le regrette un peu, mais voilà. Pour aborder la question des réseaux sociaux, du cyberharcèlement, une des façons pour en parler sans en parler, c'est-à-dire pour pas en parler trop directement, soit on en parle directement à l'enfant, mais bon, parfois c'est tellement direct qu'il se sent pas concerné, ou inversement, c'est tellement frontal qu'il est pas à l'aise pour en parler. Mais parfois c'est de parler d'un autre ou d'une autre chose, mais d'un autre comportement. Donc il y a des livres parfois qui peuvent aider à ça. Moi parfois j'entends des émissions de radio et qui traitent de ce sujet et je les ai proposées à mes enfants. Et après je dis voilà, et tu l'écoutes si tu veux, puis si tu veux on en parle, ou sinon on n'en parle pas si tu veux pas. Mais ça donnait l'occasion à ce que ce soit pas juste frontal, l'enfant avec lui, avec ses parents, mais qu'il y ait un sujet qui soit pas l'enfant lui-même, sa situation, mais ah, t'as entendu dans telle situation, t'as vu l'enfant il réagit comme ça, oui mais nana il se passe ci, et chacun. Et nous, parents, comme ça on est enseignés, nos enfants nous enseignent de comment ça se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils en pensent, dans quel état d'esprit ils sont face aux réseaux sociaux. Oui, mais de toute façon, le premier, il pouvait pas dire ceci, parce que sinon, il aurait eu ça comme retour de bâton, puisqu'il était pris dans tel truc. Et ils vont nous expliquer comment ça se passe, eux, dans leur vie. Et moi, je sais que j'ai pas mal utilisé ça, et ça a pas mal fonctionné, des podcasts sur le sujet. Que ce soit tous les sujets un petit peu compliqués à aborder avec les enfants, que ce soit la sexualité, que ce soit la violence, certaines consommations un peu excessives ou voilà, de produits qui peuvent être comme l'alcool ou stupéfiants, et ben, ou les situations aussi donc de harcèlement. Et ben, j'ai pu en parler à travers différentes émissions, notamment de radio que j'ai pu entendre à la radio, mais maintenant même des émissions de podcast, pur podcast sur Internet, la question des genres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis ça s'écoute bien en Ça plus, s'écoute parce très bien. que tu es en train de faire ta cuisine, tu mets ton podcast sur une enceinte, tu as juste besoin d'écouter, tu prends ta douche, tu peux écouter aussi ton Exactement. podcast. Ça c'est un outil aujourd'hui, le podcast, qui est quand même hyper pratique et qui traite, tu l'as très bien dit, énormément de sujets de société. Voilà. Quoi. Et donc, il n'y a pas besoin de se plonger dans un livre trop complexe, qui est un peu rebutant, les livres en général pour les jeunes gens. Et même nous, parfois, on est plus sur nos téléphones portables et sur les écrans que sur les livres, vraiment. Quelle horreur. Donc, c'est la réalité. Hein. Ben, c'est ça. Et donc, écoutez ça, une petite
j'aurais tendance à dire une pastille ou je sais pas, un petit format d'une demi-heure même un truc pas très long et puis après en parler, ben, c'est une question qui me semble intéressante. Enfin, c'est une façon d'aborder la question du cyberharcèlement et des réseaux sociaux qui me semble être pas mal. Après, pour avoir donc siégé en conseil de discipline, puisque en tant qu'élu donc de la FCPE dans les établissements, eh ben, on siège notamment au conseil de discipline, on a pu avoir accès donc c'est quand il y a eu un épisode qui pose vraiment beaucoup de problèmes à l'institution, comme de la violence, etc. On a pu avoir accès à donc il y a une instruction, il y a un dossier qui est monté, et donc on a pu avoir accès à des échanges entre jeunes gens sur les réseaux sociaux, et c'est très très violent, c'est très cru. C'est très très cru aussi, hein. Et c'est très référencé, il y a vraiment des codes du clash, les mots employés, etc. Bon, voilà, on comprend quand même tout à fait de quoi il s'agit, et c'est violent, et ça se fait un peu en dehors de la présence des bains d'adultes qui pourraient un peu limiter, qui pourraient un peu contenir, qui pourraient un petit peu structurer le débat, ou au moins mettre un cadre plus respectueux, etc. Et là, ça part, c'est explosif. Ouais, juste, je rajouterais, là on est sur le harcèlement et donc sur le cyber, le fait de détenir un téléphone, hein. On a nos enfants qui peuvent nous dire que il leur faut un téléphone parce que sinon ils vont être harcelés. Ou alors il leur faut autre chose qu'un téléphone à touche parce que sinon ils vont être exclus du groupe et harcelés. Donc, c'est assez compliqué. Et puis en plus, en parallèle, c'est vrai qu'on parlait de Pronote, mais il n'y a pas que Pronote, il y a aussi des groupes classes qui sont constitués aujourd'hui voilà, donc via WhatsApp ou voilà, Snap, ou Snapchat, voilà. c'est quasiment systématique aujourd'hui. Donc ça nécessite d'avoir du coup un accès au réseau. Donc c'est un peu embêtant. Dans un sens, c'est assez difficile pour les familles. Et puis par ailleurs, ces groupes classes, contrairement à ce qui existait avant, donc on se crée, avant c'était donc des groupes classes, mais en physique, enfin physiquement, qui n'intégraient pas tout le monde. Donc aujourd'hui, le groupe classe, c'est toute la classe. Donc du coup, on se retrouve en tant qu'enfant donc en discussion avec des enfants avec qui on n'aurait pas nécessairement communiqué en temps normal. Donc il y a du positif dans un sens, mais ça peut créer aussi des difficultés du coup avec des élèves, des discussions avec des élèves qui peuvent dégénérer. Voilà, parce que du coup, chacun a accès finalement aux coordonnées personnelles des élèves de la classe, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on savait où habitait à peu près notre camarade. Alors, maintenant, on a accès directement à son téléphone. Alors, ouais, tout à fait, tu as raison. Juste pour le point là, sur le fait des téléphones à touche ou d'aller sur les réseaux, nous, pendant un temps, on avait résolu ce problème-là par une tablette. La tablette, ils ne l'emmenaient pas à l'école, ils avaient accès à certains moments de la journée, donc où ils pouvaient aller un peu sur des réseaux, ou un peu, mais on n'était jamais trop loin. Voilà. Et ça a permis de progressivement aller sur les réseaux, mais pas y être, ou même sur les écrans, mais pas y être trop. Voilà, en attendant qu'ils aient vraiment un téléphone avec plus que des touches. Voilà, un smartphone, voilà, c'est ça. Alors pour mon avant-dernière question, auriez-vous des recommandations à faire au niveau des lois en fait sur le harcèlement ? Alors le harcèlement et les textes de loi. Alors d'abord le harcèlement c'est un délit, donc c'est condamné par la justice. Voilà, maintenant on a affaire à des enfants, donc ça c'est important de ne pas le perdre de vue, très important. Donc il y a une mission d'éducation de la part des parents, mais aussi de la part de l'éducation nationale, clairement. Donc c'est important de ne pas en venir là et de rester sur une mission d'éducation parce que l'enfant, alors je ne sais plus, mais on considère que voilà, jusqu'à un certain âge, et c'est assez variable selon les enfants, il n'a pas forcément conscience de ses actes, il est là pour apprendre, donc on lui apprend, c'est bien. Maintenant, une situation de harcèlement, c'est une forme de violence volontaire ou involontaire
de la part de l'enfant, mais avec des conséquences réelles, notamment de souffrance sur l'enfant. C'est à prendre très au sérieux parce que ça peut, donc on a parlé de scarification tout à l'heure par exemple, hein, mais on a des enfants qui ne peuvent pas plus faire face à des agissements de harcèlement et ça peut assez vite tourner au drame. Donc c'est important pour les parents de prendre très au sérieux donc, les situations de harcèlement, de solliciter donc, les équipes éducatives dans les établissements et s'assurer que la communication est fluide hein, de part et d'autre et qu'il y a une prise au sérieux de ce qui se passe. Voilà, que ce soit avéré ou pas, pour nous c'est important. On ne va pas sur le jugement de savoir si il y a vraiment eu un acte d'harcèlement. Ce qui compte, c'est de prendre vraiment en compte donc une souffrance de la part d'un enfant et d'essayer de trouver des solutions pour y remédier. Et ça, c'est le travail des adultes. Voilà. Et notamment des adultes dans l'école hein, ou dans l'établissement, hein, quand ça se passe dans les établissements. Donc pour nous, c'est vraiment le plus important. C'est pas nécessairement aller déposer plainte. Maintenant, tout dépend. Donc à partir du moment où c'est un délit aussi, il appartient aux adultes hein, qui sont habilités donc à aller déposer plainte, hein, de considérer, de jauger un peu la situation en essayant de récupérer un maximum d'éléments et de juger la nécessité d'aller déposer plainte pour poser un acte aussi pour indiquer que c'est sérieux et qu'il faut se poser là avant que... voilà. Et puis c'est aussi rendre service à l'enfant que de lui dire que voilà, on l'a entendu et qu'on on va agir. Donc voilà, donc, je ne sais pas alors sur les... C'est assez variable, ça dépend des situations, mais il ne faut vraiment pas hésiter au bout d'un moment, surtout si on voit que la solution ne se résout pas, il faut donc absolument aller poser un acte en gendarmerie avec un dépôt de plainte. C'est vrai que la main courante, voilà, ça ne va pas nécessairement amener, ça laissera une trace, mais c'est peut-être pas suffisant. Et puis il ne faut pas oublier que donc, comme c'est un délit, déposer plainte, c'est aussi une occasion de pouvoir avoir une discussion avec les différentes parties prenantes et de rappeler à chacun que c'est grave et que ça peut avoir des conséquences encore plus graves. Et donc, moi, j'inviterais volontiers au dialogue d'abord et à un dépôt de plainte si nécessaire. Vous vouliez tu voulais dire quelque chose, toi, Yann ? Ouais, moi, c'est pas sur la loi, mais c'est sur la façon de prendre en compte, enfin, d'accueillir cette situation par nous, les adultes. C'est complexe, c'est compliqué, on l'a déjà dit, moi je le répète, hein, parce que ça se règle pas avec de coups de cuillère à peau. Alors si on s'y prend tôt, oui, et les chefs d'établissement sont assez bien placés pour le faire. Ils ont différentes méthodes à en tout cas, ils ont quelques outils. Mais les situations, quand elles sont ancrées, quand elles sont installées, quand les adultes n'arrivent pas à les enrayer, c'est là que ça devient vraiment très très compliqué. Et dans ces cas-là, pour ces situations-là, le conseil quand même, c'est que l'enfant, avec ses parents, enfin seul mais accompagné par ses parents, puisse consulter notamment des psychologues, ou puisse se documenter aussi. Il faut pas que ça reste uniquement à l'intérieur de l'institution scolaire. Parce que si ça doit s'y régler, ben ça se sera déjà réglé et ce sera très bien et ce sera fini. Donc on ne parle pas de situation là, on parle de situations qui durent. Et il faut vraiment en parler à l'extérieur. Alors, c'est pas forcément en tort et à travers, mais s'instruire, s'enseigner de comment faire, etc. Et pour ça, et consulter un psychologue, ça aide beaucoup. Il y a de nombreuses méthodes où le jeune qui est en situation de se faire harceler est considéré comme une victime, c'est très bien, mais est aussi considéré comme quelqu'un qui n'est pas à même de pouvoir stopper, de pouvoir arrêter la situation elle-même de harcèlement.
il y a des méthodes, notamment développées par Emmanuel Piquet, là, C'est la méthode de Palo Alto. Palo Alto et le judo, ils appellent ça le judo des mots ou la méthode 180 degrés. Bref, on peut l'appeler de différentes sortes, mais donc c'est une psychologue, je vois que tu la connais, que tu l'apprécies, moi aussi. C'est une méthode qui est hyper intéressante, qui propose aux jeunes, déjà en situation de harcèlement, d'apprendre comment ça fonctionne, la situation de harcèlement, notamment la sienne, et avec le jeune, de le rendre acteur de ce changement de position et de préparer une réponse à son harceleur. Et après, ça lui propose à ce jeune de être acteur de ce changement, et puisqu'il serait un peu seul à pouvoir exercer, en tout cas que le psychologue à distance ne peut pas exercer à sa place, et de s'y préparer. Et lorsqu'il est prêt, d'agir. Et cette méthode-là me semble être une très bonne méthode pour des situations complexes. Et donc cette Emmanuelle Piquet, elle, je crois qu'elle est du côté de Bourg-en-Bresse et de Lyon, donc elle a un réseau qui s'appelle Chagrin scolaire. Et on peut, si on veut, aborder la question avec ses enfants. Moi, je conseille de lire le bouquin Je me défends du harcèlement, qui est un très bon livre chez Albin Michel, qui est très simple à lire, très simple pour y accéder. Et on voit que ce sont dedans des vraies situations de harcèlement. Et de lire ça avec nos enfants, leur lire, leur laisser aussi continuer de lire seuls s'ils veulent, etc. Je pense que c'est une très bonne façon d'avoir une culture de fond pour éviter que cela arrive, voire même pour trouver des pistes, des solutions pour aider un copain ou une situation, ou même pour aider l'enfant en situation de se faire harceler. Voilà. Effectivement, moi je vois que tu connais bien ce réseau, et moi aussi c'est un réseau, et c'est une méthode qui vraiment, je trouve, est très intéressante, et peut-être est un petit peu sous-utilisée en France, sous-utilisée dans l'éducation nationale, et de même que ce réseau mériterait d'être développé partout en France, et jusqu'en Bretagne en tout cas. Merci beaucoup. Alors j'ai une dernière question. Quel changement aimeriez-vous voir dans la collaboration entre les familles et les établissements scolaires pour mieux prévenir les situations de harcèlement ? On l'a un petit peu évoqué, votre lien entre la FCPE et puis les établissements scolaires. Est-ce que vous verriez des choses que vous pourriez rajouter dans votre mise en place pour améliorer le lien avec les établissements ? À propos de cette question, en général, on a les mêmes objectifs avec les établissements. En tout cas, on devrait avoir les mêmes objectifs, puisque les établissements, les équipes sont perturbées, cherchent à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement. Faut dire les choses. On est tous unis contre le harcèlement scolaire. Au départ, on est tous d'accord. Après, donc c'est une communication importante et de confiance entre les établissements et les parents sont nécessaires pour pouvoir régler les cas les plus problématiques qui n'ont pas déjà été réglés par ailleurs. Et c'est vrai que parfois, les établissements, les chefs d'établissement peuvent essayer de régler tout eux-mêmes et n'ont pas toujours le réflexe d'en parler aux parents d'élèves, qui peuvent être un appui intéressant pour peu qu'ils soient bien utilisés, à mon sens. Donc ça, c'est un premier point. Après, au niveau il pourrait y avoir aussi de nombreux outils mis en place, de nombreux outils mis en place pour détecter le harcèlement et puis pour le traiter. Là, on parlait du programme phare, mais moi, il me semble hyper important que chaque enfant qui se rend dans un établissement scolaire ait à disposition, sache lui-même, conscientise qu'il peut s'adresser, qu'il trouve dans cet établissement scolaire au moins 5 personnes adultes à qui il se sent en confiance de partager justement un souci qu'il pourrait avoir de l'ordre du harcèlement, par exemple,
ou d'autres soucis qui peuvent être intimes et qui lui font violence, qui lui font problème. C'est pas forcément avec le chef d'établissement ou le professeur principal. Ça peut être, pourquoi pas, le gardien à l'entrée parce qu'il a une bonne relation, quelqu'un qui bosse à la cantine, ou alors l'enseignante du CDI, peu importe en fait. C'est à chaque enfant, il va trouver c'est pas forcément le référent harcèlement que l'enfant va aller voir. Bien souvent, il le connaît pas et c'est quelqu'un il lui a jamais parlé, il sait pas forcément vers lui qui va se tourner. Mais moi, je trouve très important aider chaque enfant à trouver 5 personnes en qui il a confiance pour aller se confier le jour où ça va pas. Et ben si chaque enfant avait ça, ce serait déjà énorme. Et il ne s'agit pas. Alors, évidemment, il y a un souci d'effectif, il y a de moins en moins d'adultes encadrants dans les établissements. On en vient même à chercher des professeurs. Donc, je ne parle même pas des psychologues, des médecins scolaires, des infirmières, des conseillers d'orientation, etc. Même les surveillants, les AED, on en a peu, les ASH, il n'y en a pas assez. Enfin, bon, c'est dramatique. Mais même sans ça, il ne s'agit pas de rajouter un nouveau professionnel qui serait la personne référente harcèlement. Non, c'est plutôt, il faudrait dégager un peu de temps de chaque professionnel déjà présent pour que les jeunes, pour qu'ils soient déjà formés et puis qu'ils soient aptes à repérer des situations de mal-être chez les jeunes et que les jeunes puissent donc trouver leur référent eux-mêmes. Oui, je suis tout à fait d'accord, Yann. Il y a quand même une problématique de moyens aussi dans les établissements, assez clairement. Donc les moyens là humains pour accompagner les jeunes en souffrance dont tu viens de parler, mais il y a également aussi la difficulté des effectifs dans les classes. Ça, il faut vraiment en parler parce que c'est source de violence, il faut savoir le reconnaître, hein. Des classes à 30, 35, voire paraît-il en Ille-et-Vilaine, il pourrait aller au-delà. C'est assez problématique parce que ça empêche finalement de vivre ensemble dans de bonnes conditions et nécessairement ça crée en fait un stress important déjà. Qui peut amener des formes de violence. Et nous, à la FCPE, assez clairement, ça fait des années qu'on se bat pour des classes à 20 élèves. On pense que vraiment, à partir de 20 élèves, c'est des conditions acceptables pour pouvoir faire grandir de manière individuelle chaque élève et correctement. Là, c'est un petit peu, c'est pas le cas et ça pourrait être une solution aussi que de diminuer les effectifs dans les classes et on regrette pour le moment, mais on continue à se battre pour obtenir donc une diminution là ou peut-être profiter de la baisse démographique pour arriver à des classes correctement gérables. Et après, nous les parents, on n'est pas dans l'établissement. Donc c'est vrai qu'on confie nos enfants donc à d'autres adultes. Clairement, l'adulte, il peut casser des situations de harcèlement, il peut les casser et anticiper d'ailleurs pour pas qu'elles aient lieu par le dialogue, par l'organisation, par les règles et la reprise de certains jeunes en temps réel. Mais ça, c'est compliqué donc avec des classes en sureffectif, mais assez clairement, sur les questions de harcèlement, ça reste des jeunes, comme nous tous, êtres humains, en capacité de bienveillance, mais aussi en capacité de dévier un peu. Et c'est important qu'on puisse s'occuper de ces jeunes-là pour pas qu'il y ait ces situations de harcèlement en veillant à ce que ça se passe bien. Et on sait que on a des enseignants parfois qui ne voient pas. Donc déjà, le propre du harcèlement, c'est que c'est assez invisible. C'est voulu pour ne pas être vu. Donc pour le repérer, c'est pas évident. Et quand l'enfant se manifeste, c'est bien souvent trop tard. D'ailleurs, les enfants ne voient pas tout de suite qu'ils sont harcelés. En fait, c'est un travail qui s'installe petit à petit de mal-être, en fait, lié à des agissements. Mais c'est important qu'il y ait une communication, un travail aussi de prévention sur ce que c'est que le harcèlement assez régulièrement. Et puis tu parlais d'outils, Yann.
ou de référent. Je pense que c'est important, ça existe dans les entreprises. On va demander en fait la météo du jour aux employés. Ce serait intéressant, mais pour ça, il faut considérer que c'est une priorité, la santé mentale des enfants. Donc, par là, ce serait intéressant de se poser avec les enfants pour leur dire comment ça va aujourd'hui, pour démêler des choses qu'ils ne savent peut-être pas gérer eux du fait de leur jeune âge, mais les adultes peuvent accompagner, peut-être mettre un peu de légèreté, parce que parfois pour un enfant, une situation peut lui paraître étouffante. Alors qu'un dialogue avec un adulte, éventuellement de préférence spécialisé, permettrait en fait de dégonfler certaines questions. Donc la météo, pourquoi pas, hein, mais peut-être aussi un espèce de thermomètre aussi pour les familles, avec un questionnement assez régulier pour dire comment comment se sent votre enfant. Vis-à-vis des relations avec les adultes, avec ses pairs, avec les apprentissages, et se poser comme ça pour un peu prévenir une situation, pour l'empêcher finalement qu'elle dégénère. Et donc se poser et ne pas attendre que le truc ait explosé et que l'enfant, parce que c'est ça, en général, c'est qu'on le voit, c'est un peu déjà tard, mais pas trop tard. C'est important d'avoir des temps où on se pose avec l'enfant, et ça peut être les parents, mais en collaboration donc avec l'établissement qui interroge sur les difficultés. Voilà, c'est important. Et puis pour pouvoir les identifier et y remédier. Et même si on manque de moyens dans les établissements, c'est important qu'il y ait aussi un dialogue entre les adultes, notamment pour un dialogue et du conseil, pour aider les familles aussi à accompagner leurs enfants. Donc je trouve que c'est important, parce que c'est vrai que si c'est saturé, par exemple, après on parlait tout à l'heure des pédopsychiatres, c'est pas évident aujourd'hui, il y en a peu en Ille-et-Vilaine et on a énormément de mal. C'est difficile de trouver un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Donc ça peut être intéressant vraiment de travailler en réseau avec l'éducation nationale. En fait, on s'occupe de l'enfant, il n'y a pas de frontières. Ça ne peut pas être juste les adultes de l'école qui s'occupent de l'enfant à l'école. Et ça, je pense que ça fonctionne plutôt bien, mais ça mérite d'être développé dans le sens du bien-être des enfants. Parce que c'est une vraie préoccupation là, depuis le Covid. Il faut dire clairement les choses. Il y a eu un impact important et personne ne s'est véritablement penché. Pourtant, c'était important de revenir vers les jeunes, même s'il y a eu peut-être des choses qui ont été mises en place avec des possibilités de consulter des psychologues, etc. C'est dommage, il aurait fallu vraiment développer des choses pour accompagner les jeunes qui sont vraiment en difficulté depuis la période du Covid. Donc il y a le Covid, il y a les guerres qui se rapprochent, il faut dire ce qu'il y a. Un enfant ne peut pas être indifférent du fait du Covid, avec la mort possible à tout moment, parce que c'était un peu ça. Et puis là, on a des histoires de guerre qui s'approchent aux frontières de l'Europe. Il y a une crise, on va dire, avec une inflation. En fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent là, qui sont lourdes à porter pour les jeunes, et associées au Covid, c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup en tout cas Yann et Nadja d'avoir répondu à nos questions et de vous être prêtés à cette interview de podcast. Merci à toi Jules. Merci beaucoup à toi Jules. Et puis une autre chose aussi qu'on peut faire, donc c'est se mettre en relation avec les associations qui traitent du harcèlement, et c'est toi qui es venu vers nous, et on est très content de participer à ce podcast. Et puis on a sans doute plein de choses à faire ensemble, et des travaux en commun à mettre à jour, et des projets en commun. Carrément, voilà. Avec plaisir. C'est aussi des pistes de solutions. Complètement. Voilà. Merci Jules. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode.